12 milliards d'euros, c'est le chiffre qui change en silence chaque supermarché en France en ce moment. Et si votre magasin habituel, qu'il s'agisse de Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché ou Lidl, vous semble un peu différent ces derniers temps, plus froid, comme plus contrôlé, comme si quelque chose que vous ne pouvez pas définir exactement avait été éliminé progressivement, ce n'est pas une impression. Moins de monde dans les allées, plus de caméras au plafond, plus de caisses fermées, plus de produits enfermés dans des boîtiers de protection. Le bâtiment est le même, le caddie est le même. Mais la façon dont vous marchez aujourd'hui dans un supermarché en France a changé d'une manière que presque personne n'a encore analysée en profondeur. Et c'est là que se trouve le point essentiel. L'histoire va bien plus loin que le prix écrit sur le rayon. Dans cette vidéo, je vous montre ce qui a changé, pourquoi cela s'est produit et, surtout, ce que font ces magasins chaque fois que vous franchissez la porte, parce que la plupart des gens ne voient que la surface de toutes ces choses, le rythme des hausses de prix et l'adaptation dans les rayons. Commençons par la partie que tout le monde a déjà ressentie dans sa propre chair. Vous entrez dans le supermarché habituel où vous faites vos courses depuis des années. Les mêmes allées, le même ordre sur les étagères. Vous prenez ce dont vous avez besoin, vous allez à la caisse, vous regardez le total, plus élevé que ce à quoi vous vous attendiez. Une fois de plus, selon les données de l'INSEE, ces 5 dernières années, les prix des denrées alimentaires en France ont augmenté de près de 40%. C'est, à dire 2/3 de plus, sur tout ce que vous mangez en moins d'une décennie. Ce n'est pas une petite secousse, c'est un changement générationnel en ce qui concerne le coût du remplissage du caddie. Rien que lors de l'année pic, la nourriture a augmenté de plus de 15% en une seule année. Oui, si vous regardez les informations, on vous dira que l'inflation alimentaire ralentit, qu'elle est descendue sous les 5%. Mais soyez très attentifs à ce que dit réellement cette phrase. Elle ne dit pas que les prix baissent, mais seulement qu'ils augmentent plus lentement. Les courses de 90 € qui coûtaient 60 € auparavant ne reviendront plus jamais à 60 €. Cet argent a disparu pour toujours et, au fond de nous, nous le savons tous. Mais il y a une chose intéressante ici. Actuellement, la plupart des gens ne sont plus choqués par les prix élevés. Ils s'adaptent, ils ont commencé à acheter les produits de la marque de distributeur du supermarché, comme fois Marque Repère, Simple, Carrefour Classique, Foie ou Foie Pilos, à la place des grandes marques nationales. Ils ont accepté que les courses coûtent ce prix-là. Point. Le phénomène de la shrinkflation. Acheter pareil, recevoir moins. Ce qui dérange vraiment, et c'est la partie dont on parle le moins, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. La sensation que bien que vous payez plus cher, vous rapportez moins à la maison qu'avant. Et en France, cette sensation a une forme très précise. L'emballage qui semble identique, mais à l'intérieur, il y en a moins. Vous prenez en main un paquet de biscuits ou un pot de pâte à tartiner de votre marque préférée. La même étiquette, la même couleur, la même place dans le rayon, le prix n'a augmenté que de quelques centimes, mais le poids à l'intérieur a diminué. Ce n'est pas seulement une impression, c'est un phénomène qui porte aujourd'hui un nom exact, la shrinkflation, la réduflation. En France, les organisations de défense des consommateurs, comme l'UFC Que Choisir ou la DGCCRF, documentent cela depuis des années et ont trouvé des cas extrêmement concrets. Un liquide vaisselle est passé de 1 litre à 900 ml, puis à 850 ml, avec une augmentation du prix au litre de plus de 50%. Un paquet de chips très répandu est passé de 200 G à 190 G, puis à 175 G, le prix au kilo augmentant de 22%. Une marque de bière très consommée a troqué sa bouteille de 0, 66 L pour du 0, 62 L ou du 0, 5 L, faisant payer jusqu'à 18% de plus au litre. Une célèbre pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes a réduit ses formats de 400 G à 375 G ou de 750 G à 700 G avec des augmentations du prix au kilo allant jusqu'à 38%. Le yaourt grec de marque très vendu est passé de 150 G à 130 G ou 125 G par pot, le prix au kilo grimpant jusqu'à 65% dans l'un des cas. Ce ne sont pas des cas isolés. Ces dernières années, de nombreuses glaces emballées sont devenues plus petites de 11%, tout en coûtant jusqu'à 10 points de pourcentage de plus. Les céréales du petit déjeuner, en moyenne, sont plus légères de 15%, tandis que les prix ont augmenté. En général, les hausses masquées de cette manière sur l'ensemble du marché des produits de grande consommation représentent en moyenne entre 10% et 18%, atteignant des pics allant jusqu'à 40% sur certains produits. Faites un calcul rapide.
Si le prix au kilo ou au litre augmente et que vous ne vous en rendez pas compte parce que l'emballage ressemble à celui de toujours, vous payez plus cher sans le savoir, semaine après semaine, année après année. Aucune étiquette ne vous avertit clairement sur la face avant. L'emballage est redessiné juste assez pour que la différence ne se voie pas. Le prix reste le même ou augmente de façon insignifiante, et la différence entre dans la poche de quelqu'un d'autre. Pendant des années, il n'y a eu aucune obligation légale de le signaler clairement. Ce n'est que récemment que le sujet a été débattu de manière intense, et que des réglementations ont imposé aux magasins d'afficher en rayon un avertissement visible lorsqu'un produit réduit son volume tout en maintenant son prix. Cependant, l'application et la réglementation complète ont été retardées et débattues à plusieurs reprises. Pendant ce temps, les paquets continuent de rétrécir sous nos yeux. Le prix a augmenté et le produit s'est réduit dans le même temps. Le prix double est l'illusion de la fidélité, et ce n'est que le premier des changements que nous traversons. Parce qu'en France, il s'est passé quelque chose aussi avec le prix lui-même, quelque chose qui concerne ceux qui le paient vraiment. Marchez dans n'importe quelle allée d'un grand supermarché en France et observez les étiquettes en rayon. Sur de très nombreux produits, il y a désormais deux prix, un prix normal et un prix plus bas, surligné en jaune ou en rouge, réservé à ceux qui possèdent la carte de fidélité, carte Carrefour, carte Leclerc, Club Auchan, Lidl+. Cela ressemble à une récompense pour votre fidélité, mais arrêtez-vous une seconde et réfléchissez à ce qui s'est réellement passé. Pendant des décennies, un supermarché avait un seul prix et tout le monde le payait. Puis, progressivement, les meilleures offres ont été déplacées derrière une carte. En France, la grande majorité des acheteurs utilisent régulièrement au moins une carte de fidélité et le nombre moyen d'applications dans le téléphone de chaque Français a augmenté de manière exponentielle. Des enseignes comme Carrefour ou Lidl comptent des millions d'utilisateurs actifs sur leurs applications. Ce n'est plus un programme exclusif pour les clients fidèles, c'est devenu la norme. Par conséquent, la vraie question n'est pas de savoir si le prix réduit est une vraie promotion. C'est souvent le cas et il est juste de le dire. La vraie question, celle qui compte, est autre. À quoi sert alors le prix fort, celui barré au-dessus ? Si presque tout le monde a la carte, le prix fort est conçu pour n'être payé par presque personne. Il n'existe que pour faire paraître le prix réduit généreux. Et ce prix réduit, celui que vous payez vraiment, vient avec une condition. Vous ne payez pas seulement avec de l'argent. Vous payez aussi avec votre identité et avec l'enregistrement complet de tout ce que vous achetez chaque semaine, année après année. Pensez à quelqu'un qui n'a pas téléchargé l'application, à quelqu'un qui tient à la confidentialité de ses données, à un touriste ou à une personne âgée qui paye en espèces et veut juste une brique de lait. Ils paient tous plus cher pour exactement le même produit, au même moment, non pas parce que cela coûte plus cher de les servir, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas être suivis. Gardez cette idée en tête, car nous y reviendrons. La disparition du facteur humain et l'impact social. Il faut d'abord parler des gens, ou plutôt de l'endroit où ils ont disparu. Pensez à ce que l'on ressentait dans un supermarché en France il y a 15 ou 20 ans. Pas les produits, mais l'expérience d'être à l'intérieur. Un caissier qui vous reconnaissait, qui vous demandait comment vous alliez, un rayon charcuterie ou fromage avec quelqu'un qui y travaillait depuis des années. Entrez aujourd'hui dans ce même magasin. La disposition est presque identique, le même nombre de caisses, mais la plupart sont éteintes. Une ouverte peut être 2 sur une rangée de 10. Le reste est devenu une batterie de points-caisse automatiques, self-scan, caisse libre-service. Cela ne s'est pas produit parce que les supermarchés se sont retrouvés sans personnel, mais parce que les calculs financiers ont changé. Le coût du travail est l'une des plus grandes dépenses dans le commerce de détail et il a augmenté ces dernières années à côté de la pression sur les marges exercées par les magasins de type discount. Le calcul que les grands distributeurs faisaient depuis des décennies a commencé à donner un autre résultat. Est supérieur à... Avant d'aller plus loin, je voulais vous dire que j'ai rassemblé tout ce que vous devez savoir dans un seul guide pratique, le Code des achats. 120 pages dans lesquelles je vous explique comment lire n'importe quelle étiquette, ce qu'il faut éviter, les astuces que les supermarchés utilisent pour vous faire dépenser plus et bien d'autres choses que vous ne trouvez pas dans les vidéos. Vous le trouverez au lien dans la description et ainsi, petit à petit, la présence humaine dans la zone des caisses a été réorganisée vers la sortie. Chaque Français connaît la scène. Vous allez à la caisse automatique pour finir plus vite. Les premiers articles passent sans problème, puis l'appareil se bloque. Un voyant rouge clignote, un message apparaît demandant de l'aide. Patientez, un hôte arrive. Vous attendez, pendant que le seul employé reste en cours entre 6 caisses qui clignotent toutes en même temps.
Le processus conçu pour être plus rapide est devenu plus lent. La seule vraie différence est que personne ne vous regarde pendant que vous attendez. Et c'est là que l'histoire prend un tournant auquel peu s'attendent, car derrière, il y a un coût humain qui n'a rien à voir avec les files d'attente. La France a une population qui vieillit rapidement, avec des millions de seniors de plus de 65 ans, et les données montrent qu'un nombre immense de personnes âgées vivent seules. Des études sociales récentes montrent qu'un pourcentage écrasant de personnes âgées déclarent se sentir isolées et avoir besoin d'aide même pour leurs activités quotidiennes. Pour beaucoup de ces personnes, faire les courses n'a jamais été seulement une question d'acheter à manger. C'était le seul moment social garanti de la journée. 2 mots à la caisse, un commentaire sur la météo, un « comment allez-vous » de la part de quelqu'un qui se souvenait de votre prénom. De petits moments, qui duraient quelques secondes, mais qui, mis bout à bout, devenaient quelque chose de réel. La confirmation silencieuse que vous existez dans un espace commun avec d'autres personnes. Quand les caisses humaines se ferment et que les machines arrivent, ces moments ne se déplacent pas ailleurs. Ils cessent simplement d'exister. Le magasin reste ouvert, les lumières restent allumées, tout est là. Mais pour le retraité qui, chaque mardi, échangeait 2 mots avec la même caissière, le supermarché est devenu silencieux. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est la description de quelque chose qui a été retiré peu à peu, sans aucune annonce. Avez-vous remarqué ce changement dans votre supermarché? Écrivez-le dans les commentaires. Cela m'intéresse vraiment de comprendre si c'est pareil partout en France. Les mesures de sécurité et le paradoxe de la protection, mais les changements dans la façon dont on ressent les courses ne sont qu'une partie de l'histoire. Car à l'intérieur de ces magasins, il se passe quelque chose qui, il y a encore quelques années, aurait paru absurde. Passez au rayon hygiène personnelle ou aux boissons alcoolisées. Vous prenez un flacon de parfum, un paquet de lames de rasoir, une bouteille d'alcool fin enfermée dans un boîtier en plastique sécurisé avec une alarme. Les morceaux de fromage ou les plaquettes de beurre ont des étiquettes anti-vol électromagnétiques et le café, dans certains magasins, est mis sous clé. Pour comprendre pourquoi, nous avons besoin d'un chiffre. Selon les analyses du secteur de la grande distribution, au niveau national, les pertes causées par les vols et les écarts d'inventaire en France atteignent des chiffres gigantesques, plus de 12 milliards d'euros, soit plus de 1% du chiffre d'affaires annuel du marché de la distribution. Plus de la moitié de cette perte provient de vols externes, réalisés par des personnes extérieures au magasin, et le secteur alimentaire est le plus touché. Des milliers d'entreprises commerciales déclarent être confrontées fréquemment à des vols, et les pertes peuvent gravement affecter les marges et les emplois. Ainsi, les boîtiers anti-vol ont du sens sur le papier. Dans un domaine qui vit avec des marges bénéficiaires très faibles, sécuriser les produits les plus volés peut faire la différence entre bénéfices et pertes. Mais voici ce que cela crée en pratique. Vous êtes un client honnête debout devant un boîtier fermé. Vous appuyez sur un bouton, vous attendez que l'un des rares employés restants vienne vous ouvrir un produit à 4 €. Presque personne ne se sent consciemment accusé, mais l'inconfort apparaît quand même. Et les études du secteur montrent toujours le même schéma. Une part significative des clients placés devant un boîtier fermé repart sans rien acheter. Ils n'attendent pas la clé, laissent le caddie et vont ailleurs ou renoncent définitivement. La mesure conçue pour protéger les recettes finit par générer exactement la perte qu'elle voulait éviter. Surveillance, législation et scan par le caddie. C'est précisément ce paradoxe qui a poussé les distributeurs en France vers une autre solution. Quelque chose qui fasse le même travail que les protections anti-vol, mais sans friction, sans clé, et sans que le client ne s'en rende compte. Arrêtons-nous une seconde et faisons le bilan. Jusqu'ici, nous avons vu 1. Les prix qui augmentent et ne redescendent jamais. 2. Les emballages qui rétrécissent en silence. 3. Le prix réel, caché derrière une carte de fidélité. 4. Les caisses humaines, remplacées par des appareils, il reste 2 pièces au puzzle, et ce sont les plus surprenantes. La première concerne une technologie qui, dans de nombreux pays, envahit les supermarchés, mais qui en France et dans l'Union européenne a suivi une voie différente. Sur d'autres marchés, la réponse à ces problèmes a été la reconnaissance faciale à l'entrée des magasins. En France, cette voie est restée bloquée par le cadre législatif sur la protection des données, RGPD, et par la position stricte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL. L'utilisation de systèmes de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale dans les espaces publics ou commerciaux est soumise à des restrictions extrêmement sévères ou à des interdictions directes. C'est un détail qui en dit long. Alors que dans d'autres parties du monde, les chaînes de magasins scannent le visage de chaque client, en France, cette porte est restée fermée par la loi.
cela ne veut pas dire que la surveillance s'est arrêtée. Cela signifie seulement qu'elle a pris un autre chemin, un chemin moins visible, mais non moins efficace. Parce que la surveillance la plus sophistiquée dans un supermarché en France aujourd'hui ne passe pas par votre visage. Elle passe par le caddie et le téléphone que vous avez en main. Pendant près d'un siècle, le caddie a eu une seule tâche, un panier sur roue. Vous le remplissiez, vous le vidiez à la caisse, et plus personne n'y pensait. Regardez au contraire ce que vous mettent en main aujourd'hui les grandes enseignes en France. Des scanners attachés au caddie, des applications mobiles qui deviennent elles-mêmes des scanners, les fonctions Scan, Go, Scannet. Des systèmes qui vous permettent de scanner chaque produit au moment où vous le mettez dans le sac, de voir le total augmenter en temps réel et de payer directement sans repasser les produits à la caisse. La promesse est le pur confort, et le confort est réel. Mais ce n'est pas la seule chose pour laquelle ces systèmes ont été construits. Chaque produit que vous scannez est enregistré au moment exact où vous le scannez, pas à la caisse, mais dans l'allée, avec une heure et une position précise. Le trajet que vous faites dans le magasin, le temps que vous passez dans chaque rayon, ce que vous scannez, puis remettez en place. Un produit que vous prenez en main et remettez sur l'étagère ne génère pas une vente, mais génère un signal, la preuve de ce qui a attiré votre attention, de ce que vous avez envisagé et de ce qui vous a fait changer d'avis. Et il existe un autre détail que ceux qui utilisent ces systèmes connaissent bien, le contrôle aléatoire à la fin des courses. Un employé rescannera une partie de vos sacs pour vérifier si vous avez tout scanné. Officiellement, le choix est aléatoire. En pratique, l'industrie reconnaît ouvertement que ces systèmes attribuent un S-score de confiance, Trust Score. Si vous faites vos courses correctement pendant une longue période, vous êtes vérifié moins souvent. S'il y a la moindre incohérence, vous êtes vérifié plus souvent. En silence, sans aucune annonce, votre supermarché vous a attribué une note de comportement. Pensez à ce que cela signifie à l'échelle nationale. Multipliez ces petits signaux, le produit pris et reposé, la pause devant un rayon, le trajet choisi, pour des millions de clients et des milliers de magasins chaque semaine. Ce que vous obtenez n'est plus un détail curieux. C'est une carte détaillée de la façon dont les gens en France décident quoi acheter en temps réel, mise à jour quotidiennement. Un supermarché qui sait à l'avance ce que les clients vont chercher peut décider à l'avance quoi mettre en stock, où le placer et à quel prix l'offrir. Ce type de prévision vaut, en termes de profit, bien plus que n'importe quelle vente individuelle. Conclusion. Pour qui le magasin est-il construit ? Si quelque chose dans ce que vous avez entendu jusqu'à présent vous fait voir vos courses hebdomadaires d'un autre œil, J'aime foi aide vraiment cette vidéo à toucher ceux qui n'ont pas encore entendu parler de ces choses. C'est la seule raison pour laquelle je vous le demande. Parce qu'il faut maintenant poser sur la table la dernière pièce, celle qui explique pourquoi tout cela existe. Prenez tout ce que nous avons vu jusqu'ici et regardez-le ensemble. Les prix alimentaires ont augmenté massivement et ne sont jamais redescendus. Les produits rétrécissent dans des emballages identiques. Le prix réel est caché derrière une carte qui collecte vos données comme condition d'accès. Les caisses avec du personnel sont remplacées par des machines qui se bloquent exactement quand vous vous y attendez le moins. Les fromages et les boissons sont sous clé ou sous alarme. La législation garde la reconnaissance faciale à distance, tandis que la surveillance entre par une autre porte sous la forme de caddies intelligents qui enregistrent votre moindre hésitation. Chacun de ces changements est venu avec une explication séparée. Les coûts mondiaux ont fait monter les prix. Le coût du travail a poussé vers les caisses automatiques, une vraie vague de vol a poussé vers les boîtiers et les alarmes, et la concurrence a poussé vers les cartes de fidélité. Chaque explication est vraie. Chacune reflète une vraie pression économique. Mais voici ce que l'on ne voit que si on les regarde toutes ensemble. Ce ne sont pas des réponses séparées à des problèmes séparés. Personne ne s'est assis dans une réunion en disant « Venez, on va rendre le supermarché plus hostile ». Chaque choix pris séparément a une logique qui peut être défendue, mais tous sont l'expression d'un même changement profond, une transformation de la question que se pose le supermarché. Pendant une grande partie du siècle dernier, la question était à peu près la suivante. Comment servir les gens suffisamment bien pour qu'ils nous choisissent ? Le service était le produit. La question qui guide ces magasins aujourd'hui semble similaire, mais elle ne l'est pas. Aujourd'hui, la question est « Comment optimisons-nous l'opération ? Comment réduisons-nous le personnel ? Comment réduisons-nous les pertes ? Et comment extrayons-nous la valeur maximale en argent et en données de chaque visite ? Quand la question change, tôt ou tard, tout ce qui se passe à l'intérieur du magasin change. Les caisses automatiques sont une optimisation du coût du travail, les boîtiers sécurisés sont une optimisation du risque de vol, la carte de fidélité est une optimisation de la prévision de consommation
et le caddie intelligent est une optimisation du flux et de la collecte de données. Aucune de ces choses n'a été pensée par méchanceté pour rendre votre expérience pire. Mais quand toutes se rassemblent dans le même magasin, semaine après semaine, le résultat cumulatif est très spécifique. Le magasin commence à paraître construit moins pour la personne qui y marche et plus pour les systèmes qui tournent en arrière-plan. Il y a une raison pour laquelle des millions de Français sortent aujourd'hui du supermarché avec une sensation qu'ils ne peuvent pas définir exactement. Ce n'est pas seulement le total sur le ticket de caisse, bien que celui-ci soit réel aussi. Ce n'est pas seulement la machine qui se bloque à la caisse, ce n'est pas seulement le boîtier sécurisé ou la carte qu'il faut avoir pour payer le bon prix. C'est la somme de tout cela. La sensation silencieuse que le magasin fait quelque chose de plus que vous servir. Quelque chose qui tourne en arrière-plan dans chaque allée, à chaque transaction, à une échelle que le commerce en France n'a jamais vue auparavant. Il n'y a eu aucune annonce, aucun moment précis où tout a changé, juste un petit changement raisonnable à la fois. Jusqu'au jour où vous entrez acheter du pain et du lait et que quelque chose vous semble différent, sans pouvoir pointer du doigt, quoi exactement? Ce n'est pas une impression. Quelque chose a vraiment changé. Pendant un siècle, la question du supermarché a été « Comment servir les gens ?» Cette question n'a pas disparu, mais à côté d'elle se pose aujourd'hui une autre, dans chaque allée, à chaque visite. Une question que vous n'entendez jamais parce qu'elle ne vous est pas adressée. Elle vous concerne, et les réponses sont collectées. Si cette vidéo vous a fait voir vos courses hebdomadaires d'un autre œil, au moins un peu, quel est le changement que vous avez remarqué en premier dans votre supermarché habituel, celui où vous allez depuis toujours? Écrivez-le ci-dessous dans les commentaires, en prenant votre temps. Je les lis tous un par un.